c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, aujourd'hui on va conclure la troisième partie de ce petit chef-d'œuvre d'histoire et de théorie monétaire, État, mais qu'as-tu fait de la monnaie, écrit par Murray Rothbard. On n'a pas encore vraiment pris le temps de s'intéresser à l'auteur, et pour tout dire, j'aimerais que ça fasse l'objet d'une conversation, une sorte d'entretien, d'interview avec un ou deux, trois bitcoiners particulièrement versés dans ses travaux. Je rappelle juste à ce stade que Rothbard est américain, son père, chimiste, est originaire de Pologne alors que sa mère vient de Russie. Il naît à New York en 1926 où il va décéder près de 70 ans plus tard. Murray Newton Rothbard est économiste, philosophe politique. Son influence sur le mouvement libertarien est majeure. Il est considéré comme l'un des principaux théoriciens de l'anarcho-capitalisme et en économie, son magnum opus, Man, Economy and State, est considéré comme l'ouvrage le plus important de l'école autrichienne avec Human Action de Ludwig von Mises. État, mais qu'as-tu fait de la monnaie est publié en 1963. La version que nous étudions ensemble, traduite en 2011 par Stéphane Couvreur pour l'Institut Copé, correspond à l'édition de 1970. Alors au menu, aujourd'hui, comme promis, Bretton Woods, les accords de Washington, les monnaies à cours forcé, flottantes, ça va tanguer, on y va. Phase numéro 5. Bretton Woods et le nouvel étalon or. États-Unis 1945-1968. Le nouvel ordre monétaire international a été conçu et proposé par les États-Unis lors de la Conférence monétaire internationale de Bretton Woods dans le New Hampshire en 1944, puis ratifié par le Congrès en juillet 1945. Certes, le système de Bretton Woods était nettement meilleur que le désastre des années 30, mais ce n'était jamais qu'une variante inflationniste qui fonctionnait comme l'étalon de change or des années 20. Et comme dans les années 20, il n'allait pas marcher très longtemps. Pour l'essentiel, le système était la réplique de l'étalon de change or des années 20, mais la livre sterling voyait son rôle de monnaie clé brutalement repris par le dollar. Le dollar, valorisé 1/35 d'once, était à présent la seule monnaie clé. L'autre différence par rapport aux années 20, c'est que les Américains ne pouvaient plus convertir leur dollar en or. À la place, on reprenait le mécanisme des années 30 dans lequel seuls les gouvernements étrangers et leurs banques centrales pouvaient convertir leur dollar. Seuls les gouvernements et aucune personne privée se virent accorder le privilège de convertir leur dollar en or, la monnaie mondiale. Dans le système de Bretton Woods, les États-Unis empilaient des dollars sous forme d'espèces et de dépôts bancaires au-dessus de leurs réserves d'or, lesquelles pouvaient être demandées par les gouvernements étrangers pour convertir leurs dollars. Tous les autres gouvernements détenaient des réserves de dollars et empilaient leur propre monnaie au-dessus. Puisque les États-Unis ont abordé la période de l'après-guerre avec un énorme stock d'or, environ 25 milliards de dollars,
cela laissait beaucoup de marge pour empiler des dollars au-dessus. De plus, le système pouvait marcher un certain temps car toutes les monnaies mondiales furent intégrées dans le nouveau système à leur parité d'avant-guerre, qui était le plus souvent nettement surévaluée après une période d'inflation et de dévaluation. La livre sterling, par exemple, fut intégrée à 4,86 $, bien plus que son pouvoir d'achat sur le marché. Puisque le dollar était artificiellement sous-évalué, et la plupart des autres monnaies surévaluées en 1945, le dollar était rare, et le monde souffrait d'une soi-disant pénurie de dollars que le contribuable américain était censé résorber par des aides aux pays étrangers. En clair, l'aide étrangère, financée par l'infortuné contribuable américain, servait en partie à subventionner l'excédent commercial du dollar sous-évalué. Puisque l'inflation pouvait continuer un certain temps avant que ses effets ne se fassent sentir, les États-Unis se sont lancés après la guerre dans une politique d'expansion monétaire continue, une politique qu'ils ont joyeusement continuée depuis. Au début des années 50, une inflation américaine soutenue a commencé à changer le cours du commerce international. En effet, tandis que les États-Unis gonflaient et dilataient leur monnaie et leur crédit, les principaux pays européens, souvent influencés par des conseillers monétaires autrichiens, poursuivaient plutôt une politique de monnaie forte, par exemple l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie. L'Angleterre, fortement inflationniste, était confrontée à une sortie massive de dollars qui la contraignait à dévaluer la livre à un niveau plus réaliste. Pendant un temps, elle resta autour de 2,40 $. Tout ceci, combiné à la productivité croissante de l'Europe et plus tard du Japon, provoquait un déficit récurrent de la balance des paiements des États-Unis. Comme les années 50 et 60 passaient, les États-Unis sont devenus de plus en plus inflationnistes, aussi bien en valeur absolue que relativement au Japon et à l'Europe de l'Ouest. Mais les talons or n'étaient plus là pour freiner l'inflation, en particulier l'inflation américaine. Car les règles du jeu de Bretton Woods stipulaient que les pays d'Europe de l'Ouest devaient entasser des réserves de dollars, même les utiliser pour asseoir l'inflation de leur propre monnaie et du crédit. Dans le courant des années 50 et 60, les pays d'Europe de l'Ouest et le Japon, qui étaient favorables à une monnaie forte, en ont eu assez de devoir accumuler des dollars qui étaient à présent de plus en plus surévalués au lieu de sous-évalués. Comme le pouvoir d'achat, donc la valeur réelle des dollars baissait, les gouvernements étrangers ont voulu s'en débarrasser. Mais le système dans lequel ils étaient coincés tournait progressivement au cauchemar. Les critiques européennes se faisaient entendre, notamment celles de la France via le principal conseiller de De Gaulle en matière monétaire, l'économiste Jacques Rueff, qui était favorable à l'étalon or. Mais la réponse des Américains fut le mépris et une fin de non-recevoir. Les politiciens et économistes américains répondaient que l'Europe était tenue d'utiliser le dollar comme monnaie avec les problèmes que cela entraînait. Par conséquent, les États-Unis poursuivaient gaiement l'inflation tout en ayant une attitude d'indifférence bienveillante vis-à-vis des conséquences monétaires internationales. Mais l'Europe avait légalement le droit de convertir des dollars en or à 35 $ l'once. Comme le dollar était de plus en plus surévalué par rapport aux monnaies fortes et à l'or, les gouvernements européens ont commencé à exercer ce droit. Le frein de l'étalon or s'est mis à agir. Ainsi, pendant les 2 décennies qui ont suivi le début des années 50, les États-Unis ont régulièrement perdu de l'or jusqu'à ce que le stock d'or ait fondu de plus de 20 milliards à 9 milliards de dollars. Comment les États-Unis pourraient-ils maintenir la convertibilité des dollars étrangers en or, la pierre angulaire de Bretton Woods, alors que l'inflation du dollar continuait et que sa base en or rétrécissait? L'inflation du dollar et des prix n'était pas ralentie par ces considérations, pas plus que la politique d'indifférence bienveillante qui avait laissé s'accumuler plus de 80 milliards de dollars indésirables en Europe, connus sous le nom d'euro-dollar.
les États-Unis exerçaient une forte pression politique sur les gouvernements européens pour les dissuader de convertir leur dollar en or. À une plus grande échelle, ils faisaient, comme les Anglais, qui avaient cajolé la France jusqu'en 1931 afin qu'elle ne convertisse pas ses importantes réserves de livres sterling. Mais les lois de l'économie, à leur manière, finissent toujours par rattraper les gouvernements. C'est ce qui est arrivé au gouvernement américain inflationniste à la fin des années 60. L'étalon de change-or de Bretton Woods, que les États-Unis avaient présenté comme permanent et inébranlable, a commencé à s'effriter rapidement à partir de 1968. Phase numéro 6, le dénouement de Bretton Woods 1968-1971. À mesure que les dollars s'accumulaient à l'étranger et que l'or continuait de s'écouler à l'extérieur, les États-Unis ont rencontré des difficultés croissantes pour maintenir l'or à 35 $ l'once sur les marchés de Londres et de Zurich. Le cours de 35 $ l'once était la pierre angulaire du système et si les citoyens américains s'étaient vus interdire la possession d'or partout dans le monde, rien n'empêchait les citoyens des autres pays de détenir des pièces ou des lingots. En Europe, une façon de convertir ces dollars en or était de les vendre contre de l'or à 35 $ l'once sur le marché. Comme le dollar poursuivait son inflation et se dépréciait, et comme la balance des paiements américaine se creusait, les Européens et les autres personnes privées ont accéléré leur vente de dollars contre de l'or. Pour soutenir le dollar et maintenir le cours de 35 $ l'once, le gouvernement américain était obligé de puiser dans son stock d'or pour le vendre à Londres et Zurich. À la suite d'une crise de confiance dans le dollar sur le marché de l'or en mars 1968, les États-Unis ont apporté un changement profond au système monétaire. L'idée était d'empêcher que le marché de l'or puisse devenir une gêne pour les accords de Bretton Woods. C'est ainsi qu'est né le marché de l'or à 2 vitesses. Le but était d'isoler complètement le marché de l'or, qui menaçait de s'emballer, de la vraie action monétaire dans les banques centrales et les gouvernements mondiaux. Les États-Unis ne visaient plus à maintenir le cours de l'or à 35 $ sur le marché, ils ne s'intéressaient plus au cours sur le marché libre de l'or, mais se mirent d'accord avec tous les autres pays pour rester indéfiniment à 35 $ l'once. Dorénavant, les États et les banques centrales du monde n'achetaient plus l'or sur le marché extérieur et ne vendaient plus l'or sur ce marché. Désormais, l'or circulait simplement comme unité de compte d'une banque centrale à une autre et les nouvelles ressources en or, marché libre de l'or ou la demande privée d'or, suivaient leur cours indépendamment des accords monétaires internationaux. En parallèle, les États-Unis militaient activement pour instaurer des réserves mondiales en papier d'un genre nouveau, les droits de tirage spéciaux, DTS. Ils espéraient à terme pouvoir les utiliser à la place de l'or comme du papier-monnaie international émis par une future banque centrale mondiale, BCM. Si un tel système était mis en place, les États-Unis pourraient continuer leur inflation à tout jamais tout en ayant le soutien des autres gouvernements, la seule limite étant alors le spectre de l'hyperinflation et l'effritement du papier-monnaie mondial. Mais l'Europe de l'Ouest et les pays à monnaie forte se sont fermement opposés au DTS qui ne constitue à ce jour qu'un petit supplément de réserve pour les Américains et les autres monnaies. Tous les économistes pro-papier, des keynésiens aux friedmaniens, étaient persuadés que l'or disparaîtrait du système monétaire international. Tous ces économistes, très sûrs d'eux-mêmes, prédisaient que l'or, une fois privé du soutien du dollar, tomberait rapidement sous les 35 $ l'once, et même jusqu'à ce qu'ils considéraient comme le prix industriel, non monétaire de l'or, à 10 $ l'once. Au lieu de cela, le cours de l'or n'est jamais passé sous les 35 $. Il est resté en permanence au-dessus de 35 $ et est monté jusqu'à 125 $ l'once début 1973. À peine un an plus tôt, aucun économiste pro-papier n'aurait osé imaginer un tel chiffre.
Au lieu d'instaurer un nouveau système monétaire pérenne, le marché de l'or à 2 vitesses a juste permis de gagner quelques années. L'inflation américaine et les déficits ont continué. Les euro-dollars s'accumulaient rapidement, l'or continuait de sortir et le cours élevé de l'or sur les marchés internationaux indiquait que la confiance dans le dollar s'effritait de plus en plus vite. Le système à 2 vitesses se termina par une crise et par la dissolution de Bretton Woods. Phase numéro 7, la fin de Bretton Woods, monnaie à cours forcé flottante, août à décembre 1971. Le 15 août 1971, tandis que le président Nixon imposait un gel des salaires dans une vaine tentative de stopper l'inflation, il précipitait dans le même temps la chute du système de Bretton Woods datant de l'après-guerre. Comme les banques centrales européennes avaient fini par menacer de convertir en or une partie de leur stock de dollars, Nixon décida d'abandonner complètement l'or. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le dollar était totalement à cours forcé, sans aucun adossement à l'or. Même le lien ténu avec l'or qui subsistait depuis 1933 était à présent rompu. Le monde était plongé dans le système de monnaie à cours forcé des années 30, même pire puisque même le dollar n'avait plus de référence à l'or. Au loin se profilait le spectre tant redouté des blocs monétaires, les dévaluations compétitives, la guerre économique et l'effondrement du commerce international et des investissements, avec la dépression mondiale qui va avec. Que faire ? Pour essayer de reconstituer un ordre monétaire international ne reposant pas sur l'or, les États-Unis emmenèrent le monde vers les accords de Washington du 18 décembre 1971. Phase numéro 8. Les accords de Washington. Décembre 1971, février 1973. Les accords de Washington, présentés par Nixon comme l'un des plus grands accords monétaires dans l'histoire mondiale, étaient encore plus fragiles et instables que l'étalon de change-or ou les accords de Bretton Woods, car une fois de plus, les pays du monde promettaient de maintenir des taux de change fixes, mais cette fois sans or ni aucun support mondial en espèces. En outre, de nombreuses monnaies européennes s'échangeaient à une parité sous-évaluée par rapport au dollar. La seule concession américaine fut une minuscule dévaluation du cours officiel du dollar à 38 $ l'once. Même si elle était trop petite et arrivait trop tard, cette dévaluation était importante d'un autre point de vue. Elle mettait fin à une longue succession de promesses des États-Unis qui s'étaient engagés à maintenir le cours à 35 $ l'once à tout prix. Finalement, on admettait implicitement que le cours de 35 $ n'était pas gravé dans le marbre. Sans un moyen d'échange universel, inévitablement, les taux de change fixes étaient condamnés à lâcher, même en se laissant de larges zones de fluctuation. C'était d'autant plus vrai qu'aux États-Unis, l'inflation monétaire et la hausse des prix, le déclin du dollar et le déficit de la balance des paiements s'aggravaient. Combiné avec une inflation continue, et sans le soutien de la convertibilité en or, la masse euro-dollar fit monter le cours de l'or sur le marché jusqu'à 215 $ l'once. Chaque jour, la surévaluation du dollar et la sous-évaluation des monnaies fortes européennes et japonaises devenaient plus flagrantes et le cours du dollar a fini par s'effondrer sur les marchés mondiaux, provoquant la panique de février-mars 1973. Il devenait impossible pour l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse, la France et les autres pays à monnaie forte d'acheter des dollars afin de soutenir son cours surévalué. En un peu plus d'1 an, les taux de change fixes sans convertibilité en or des accords de Washington avaient volé en éclats en se heurtant à la dure réalité économique. Phase numéro 9. Monnaie à cours forcé flottante, à partir de 1973. Après l'effondrement du dollar, le monde a de nouveau basculé dans un régime de monnaie à cours forcé flottante.
À l'intérieur du bloc d'Europe de l'Ouest, les taux de change étaient liés les uns aux autres et les États-Unis ont dévalué de nouveau un petit peu le cours officiel du dollar à 42 $ l'once. Comme le dollar plongeait de jour en jour sur le marché international des changes et que le mark ouest allemand, le franc suisse et le yen japonais grimpaient toujours plus haut, les autorités américaines, sous l'influence des économistes friedmaniens, ont commencé à penser que c'était là une situation monétaire idéale. Reconnaissons que, dans un monde de taux de change libre, il n'y aurait pas d'accumulation excessive de dollars ni de crise de la balance des paiements. Les entreprises américaines exportatrices se réjouissaient parce que la baisse du dollar avait rendu les produits américains bon marché à l'étranger, ce qui favorisait les exportations. Il est vrai que certains gouvernements continuaient à intervenir dans les fluctuations des taux de change gérés au lieu de libres, mais dans l'ensemble, l'ordre monétaire international semblait avoir atteint le nirvana friedmanien. Pourtant, on a constaté rapidement que tout n'allait pas pour le mieux dans le système monétaire international. Un problème récurrent est que les pays à monnaie forte ne peuvent pas éternellement rester assis et regarder leur monnaie s'apprécier et leur exportation chuter au profit de leurs concurrents américains. Si l'inflation américaine et la baisse du cours du dollar se prolongent, très rapidement, ils adoptent des dévaluations compétitives, des contrôles d'échange, des blocs monétaires et la guerre économique des années 30. Mais le revers de la médaille pose un problème encore plus pressant. La baisse du dollar signifie que les importations américaines sont beaucoup plus chères, les touristes américains à l'étranger sont pénalisés et les pays étrangers s'arrachent nos exportations bon marché, ce qui fait monter leurs prix domestiques, comme la hausse du prix de la viande et du blé aux États-Unis. Les exportateurs américains sont donc bien avantagés, mais seulement au détriment des consommateurs américains assommés par l'inflation. Les fluctuations rapides du taux de change entretiennent une forte incertitude. Les Américains l'ont reçu de plein fouet avec la chute brutale du dollar sur le marché des changes en juillet 1973. Depuis que les États-Unis ont complètement abandonné l'or en août 71 et opté pour le système friedmanien de taux de change libre en mars 73, les États-Unis et le monde ont subi la période d'inflation la plus forte et la plus soutenue de l'histoire du monde en temps de paix. Bien entendu, c'est tout sauf une coïncidence. Avant que le dollar soit coupé de l'or, les keynésiens et les friedmaniens soutenaient, chacun à leur manière, l'idée d'un papier-monnaie à cours forcé, prédisant avec assurance qu'une fois la monnaie à cours forcé établie, le prix de marché de l'or redescendrait rapidement à son niveau non monétaire, aux alentours de 8 $ l'once. Dans leur rejet de l'or, les deux écoles soutenaient que c'était la puissance du dollar qui avait fait monter le cours de l'or et non l'inverse. Depuis 1971, le prix de marché de l'or n'est jamais repassé sous l'ancien prix officiel de 35 $ l'once, et la plupart du temps, il est resté considérablement plus élevé. Dans les années 50 et 60, lorsque des économistes comme Jacques Rueff appelaient un étalon or à 70 $ l'once, un prix aussi élevé était considéré comme absurde. Il semble aujourd'hui si bas que c'en est encore plus absurde. La flambée du cours de l'or est un signe de la dépréciation catastrophique du dollar depuis que les économistes modernes ont imposé leur vue et qu'on lui a retiré le soutien de l'or. On voit aujourd'hui que le monde en a assez de l'inflation sans précédent qui a été déclenchée aux États-Unis et ailleurs par l'ère des monnaies à cours forcés flottantes inaugurées en 1973. Nous sommes également inquiets devant les taux de change extrêmement volatiles et imprévisibles. Cette volatilité est la conséquence du système national de monnaie à cours forcés qui a fragmenté la monnaie mondiale et ajouté à l'incertitude naturelle des prix de marché l'instabilité artificielle de la politique. Le rêve friedmanien de monnaie à cours forcés flottante est parti en fumée et il a été remplacé par un désir bien compréhensible de revenir à une monnaie internationale avec des taux de change fixes. Malheureusement, l'étalon or a été oublié. Et le but ultime de la plupart des dirigeants américains et mondiaux serait d'établir une monnaie papier à cours forcé dans la vieille tradition keynésienne, une nouvelle unité monétaire qui serait émise par une banque centrale mondiale.
que cette nouvelle monnaie s'appelle le Bancor, ainsi nommé par Keynes, UNITA, comme le proposait Harry Dexter White, représentant du Trésor durant la Seconde Guerre mondiale, ou bien le Phoenix, comme le suggère The Economist, cela n'a aucune importance. Le point crucial est qu'une telle monnaie papier internationale éliminerait en effet les crises de la balance des paiements, puisque la BCM pourrait émettre autant de Bancor qu'elle le souhaite et les fournir au pays de son choix. Mais elle serait le canal de diffusion d'une inflation mondiale sans précédent, puisqu'elle ne serait limitée ni par les crises de la balance des paiements, ni par la chute de son taux de change. La BCM serait alors seule aux commandes pour déterminer l'offre mondiale de monnaie et sa répartition entre les pays. Usant de son pouvoir, la BCM soumettrait le monde à ce qu'elle considère être une inflation sagement contrôlée. Hélas, plus aucun obstacle ne s'opposerait alors à une hyperinflation mondiale, aucun si ce n'est l'aptitude douteuse de la BCM à piloter l'économie mondiale. Tandis que les dirigeants keynésiens dans le monde continuent de rêver d'une banque centrale et d'une monnaie papier mondiale, un objectif plus réaliste, plus accessible, serait de revenir à un système de Bretton Woods idéalisé, mais cette fois sans la convertibilité en or. Déjà, les principales banques centrales tentent de coordonner leur politique monétaire et économique, d'harmoniser les taux d'inflation et d'établir les taux de change. Le mouvement qui milite en faveur d'une monnaie papier européenne émise par une banque centrale européenne semble sur le point de réussir. Cet objectif est présenté au public naïf sous le prétexte fallacieux qu'une union économique européenne ne peut constituer un marché si elle n'est pas chapeautée par une bureaucratie européenne, une harmonisation fiscale européenne et en particulier une banque centrale européenne et une monnaie unique. Une fois ceci accompli, il s'ensuivra immédiatement une meilleure coordination avec la Réserve fédérale et les autres principales banques centrales. À partir de là, une banque centrale mondiale ne devrait-elle pas suivre ? En attendant ce but ultime, cependant, nous pourrions bientôt nous retrouver dans un nouveau Bretton Woods, avec ses crises de la balance des paiements et la loi de Gresham découlant de taux de change fixe dans un monde de monnaie à cours forcé. Si nous regardons devant nous, l'avenir du dollar et du système monétaire international est plutôt sombre. À moins que, et tant que nous ne serons pas revenus à l'étalon-or classique à un prix réaliste, fatalement, le système monétaire international effectuera un mouvement de balancier entre taux de change fixe et taux de change flottant, chacun des deux soulevant des problèmes insolubles, ne fonctionnant pas bien et voués à disparaître. Cette désintégration sera alimentée par l'inflation continuelle de l'offre de dollars et donc par des prix américains ne montrant aucun signe de ralentissement. Les perspectives futures sont une inflation domestique galopante, accompagnée par un effondrement monétaire et à l'étranger la guerre économique. La seule chose qui puisse changer ce pronostic serait un changement profond du système monétaire américain et mondial par le retour à une monnaie marchandise telle que l'or, et par le retrait complet de l'état du domaine monétaire. Voilà, c'est la fin de cet ouvrage, ou plus exactement, c'est la fin de l'édition de 1970, parce qu'en réalité, l'épilogue de Jörg Guido Hülsmann, annexé à la traduction française, publiée en 2011, nous offre l'opportunité de poursuivre l'analyse du système monétaire international au-delà de la période des années 70. Ce seront là les dernières pages de notre cahier de vacances. Avant cela, marquons une pause et considérons le vaste champ de connaissances que Rothbard nous a permis de consolider avec ce petit ouvrage. Je trouve que ça s'est fait de manière assez fluide, sans trop de friction, sans trop de prise de tête. On a d'abord parcouru l'histoire de la monnaie, examiné le rôle du gouvernement dans la manipulation de sa valeur. Et puis, Rothbard, en décrivant les conséquences de l'intervention du gouvernement dans le système monétaire, a plaidé en faveur d'un retour à un système de marché libre de la monnaie. Toute son analyse gagne bien évidemment en pertinence aujourd'hui dans le contexte de l'émergence de Bitcoin, ce système monétaire pair à pair. Bitcoin partage en effet de nombreuses caractéristiques que Rothbard loue
dans la monnaie marchandise. Sa nature décentralisée qui garantit qu'aucune autorité centrale ne peut manipuler sa valeur répond à l'appel de Rothbard en faveur d'un système monétaire de libre marché. On dispose désormais d'une solution technologique. Cela n'avait jamais été le cas auparavant et donc les projets visionnaires des Rothbard, Hayek et Mises qui visent à retirer à l'État son monopole sur la gestion de notre monnaie peuvent plus être balayés d'un simple revers de la main, discrédités, dénigrés comme des utopies déconnectées du monde. Non, bien au contraire, dans cette fin de cycle économique où se reconfigure le monde, ses institutions et ses équilibres monétaires, Bitcoin surgit, apportant la réponse technique pour la mise en œuvre de cette vision partagée. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épilogue. D'ici là, tweet, like, retweet, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage autour de toi ce cahier de vacances. Allez, ciao!